On va avoir un cours sur la théorie des maladies infectieuses et l'épidémiologie. C'est un cours dans lequel il y a beaucoup de définitions, beaucoup de vocabulaire. Donc c'est peut-être un petit peu lourd comme matière, mais je vais essayer de donner quelques exemples pour chacune des définitions ou chacun des termes utilisés là, pour rendre ça le plus digeste possible. Donc allons-y avec un petit rappel sur ce qu'est l'homéostasie. Donc l'homéostasie, dans le fond, c'est quoi? C'est la recherche de l'équilibre par votre corps. Votre corps a plusieurs mécanismes qu'il peut mettre en place pour maintenir un équilibre à plusieurs niveaux. Je vais donner des exemples bien simples. Par exemple, quand vous avez chaud, ben, votre corps veut maintenir la température stable, donc il va provoquer de la sueur. Vous allez suer. Si vous avez froid, ça va être le contraire. Vous allez vous mettre à grelotter. Donc, la contraction répétée des muscles, quand on grelotte, c'est ça. Donc, ça fait travailler les muscles et ça provoque de la chaleur. Donc, on essaie de ramener la chaleur un petit peu plus près de la normale. Glycémie. Si je viens de manger mon déjeuner et il y avait des glucides dans ce repas-là, donc le glucose sanguin va augmenter. Pour maintenir une concentration stable de glucose, mon pancréas va sécréter de l'insuline. L'insuline va ramener le glucose à une valeur normale. Si plus tard, je n'ai pas mangé, j'ai fait de l'exercice, mon taux de sucre diminue. Donc à ce moment-là, le pancréas va sécréter le glucagon. Le glucagon est une hormone qui va avoir l'effet inverse de l'insuline et faire augmenter la glycémie sanguine. Donc ça, ce sont des moyens que mon corps utilise pour maintenir cette glycémie-là. On pourrait faire le parallèle aussi avec le taux de calcium sanguin, différentes hormones, dont la PTH, là, peu importe, qui permet de réguler la concentration en calcium dans votre sang. Donc, ce que je veux qu'on retienne, c'est que notre corps, a plusieurs outils pour maintenir un équilibre. Dans le cas d'un cours de microbiologie, ben, c'est sûr qu'on va faire référence au système immunitaire. Je suis envahi par un micro-organisme, ça déséquilibre mon corps. Donc l'homéostasie est affectée. Pour rétablir l'homéostasie, ben, mon corps va vouloir éliminer ce micro-organisme-là. Donc il y a plein de façons de maintenir l'homéostasie et on veut la maintenir, cette homéostasie-là. Quelques définitions. L'infection comme telle, donc ça, c'est quand un micro-organisme entre dans votre corps. Donc, quelqu'un m'éternue dessus, la grippe, la COVID ou peu importe, ce micro-organisme-là entre en moi, je suis infecté. Quand on parle de la maladie ou quand je suis malade, c'est lorsque mon corps va être affecté, il va y avoir un changement qui va se produire dans mon corps et je vais avoir des symptômes en lien avec cette maladie-là. La petite question que l'on voit en bas, est-ce que je peux être infecté sans être malade? Bien, la réponse, c'est oui. Je pourrais être un porteur sain. On l'a vu justement avec la COVID-19 que certaines personnes sont des vecteurs, mais n'ont eux-mêmes aucun symptôme. Donc, ce sont des porteurs du virus asymptomatiques. Donc, ils sont infectés, ils ne sont pas malades. Même principe si j'étais séropositif, donc je suis infecté par le virus du VIH, je peux être infecté, donc porteur du virus, mais ne pas avoir encore la maladie qui est le sida. Donc, ça peut prendre quelques mois, quelques années avant qu'on développe le sida si on est séropositif. Donc, il y a plein d'exemples comme ceux-là où on peut être infecté sans être malade. Mais l'infection, c'est vraiment quand le micro-organisme entre dans votre corps, là, on dit que vous êtes infecté. D'autres définitions, pathogénicité versus virulence. Quand on dit que un micro-organisme est pathogène, donc est-ce qu'il a la capacité, est-ce qu'il est capable de me rendre malade, de déjouer mon système immunitaire? Donc, il y a des micro-organismes qui ont une plus grande pathogénicité que d'autres, donc dès qu'ils entrent en vous, ils vont vous rendre malade. Tandis que, puis d'autres vont pratiquement pas créer de symptômes ou quoi que ce soit. Tandis que la virulence, donc une fois que le micro-organisme, s'il me rend malade, avec quelle intensité ou quel pouvoir pathogène le micro-organisme m'attaque. Donc, par exemple, je vais prendre des expressions populaires. Là, on pourrait dire la grippe est mauvaise cette année. Donc, ça voudrait peut-être dire que, bon, le virus de la grippe, on le sait, c'est un pathogène, donc il affecte mon corps. Mais la virulence, donc les grippes, les différents virus de la grippe n'ont pas tous la même virulence. Certaines grippes vont être plus dures, vont affecter plus sévèrement le corps du patient et d'autres moindres. Puis la virulence, avec le graphique que vous voyez sur la diapositive,
la virulence peut évoluer dans le temps. Donc, une bactérie comme Staph aureus pourrait entrer dans votre corps. Au début, son pouvoir de virulence, sa pathogénicité peut être relativement faible, mais plus elle s'installe, plus elle développe des armes, des outils qu'elle va utiliser, cette bactérie-là, pour vous rendre malade. Donc, la même bactérie dans le temps, okay, si on n'intervient pas, on ne nettoie pas la plaie, on ne prend pas d'antibiotiques ou quoi que ce soit, ben, la bactérie se multiplie, développe des outils et devient de plus en plus virulente. Par où entrent les micro-organismes dans un autre? Okay? Les micro-organismes, s'ils veulent être efficaces, ils vont devoir entrer par le bon endroit. Okay? Un virus de la grippe, si je l'ai sur la peau puis que je ne le dépose jamais dans mes muqueuses respiratoires ou au niveau des yeux, je ne serai pas malade. D'accord? Tandis que certains micro-organismes, certains mycètes par exemple, pourraient très très bien s'accommoder de ma peau et infecter localement. Donc, certains endroits sont plus propices que d'autres, toute évidence les muqueuses. Okay? Si je donne quelques exemples de micro-organismes qui s'attaquent à chacune des muqueuses, muqueuses respiratoires, ben, toute évidence, on a la COVID-19, la grippe, le rhume, la coqueluche. Donc, le coqueluche, on est dans les bactéries, la pneumonie bactérienne. On peut avoir certains types de vers, okay, la douve pulmonaire qui peut s'attaquer aux poumons. Des mycètes comme Aspergillus okay, peuvent attaquer les poumons. Des mycètes dimorphes comme Histoplasma capsulatum qui créent des infections pulmonaires aussi. Donc, il y a une grande variété de micro-organismes qui peuvent s'en prendre aux poumons. Digestive, si on prend des virus comme le rotavirus qui cause la gastro, bactéries du choléra, bactéries Helicobacter pylori qui s'en prend à l'estomac, toutes les bactéries buccales, Streptococcus mutans qui peuvent créer la carie, Candida albicans qui est une levure qui peut causer des infections au niveau buccal aussi, système digestif, on peut parler de tous les vers, oxyures, vers solitaires, il y en a plein, okay? de parasites, des protozoaires, Cryptosporidium, etc. Giardia lamblia qui cause la beaver fever, donc plein de micro-organismes qui peuvent s'en prendre à la muqueuse digestive. Urogénitale, ben là, allez-y avec la collection d'ITSS. Là. On peut parler de gonorrhée, qui est bactérien, de syphilis, bactérien aussi, virus de l'herpès génital, il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer. Puis là, parce que je vais en nommer d'autres, je n'ai pas d'idée en tête. J'ai parlé de gonorrhée, syphilis, herpès. C'est peut-être une bonne chose que je n'en connaisse pas trop. Passons. Ensuite, la conjonctive, donc au niveau des yeux, des staph, des strep, donc des bactéries, puis aussi chlamydia. Donc chlamydia qui aurait pu être dans l'urogénital aussi, mais chlamydia, il ne faut pas la sous-estimer au niveau des yeux. C'est une des causes de cécité majeure dans le monde, une infection bactérienne de ce type-là. La peau, ok, donc une peau intacte en santé, c'est une bonne protection à la base, mais il y a quand même des points plus fragiles, on va le dire comme ça, comme les follicules pileux, les glandes sébacées, les glandes sudoripares. Glandes sébacées, pensons à l'adolescence, quand on produit plus de sébum, certaines bactéries qui vont s'y installer et littéralement se nourrir du sébum, créer l'acné. Glandes sudoripares, ben, des fois ça se sent okay, que des bactéries font leur travail quand quelqu'un transpire beaucoup. Il y a même certains vers, okay, les larves d'ankylostome, là, qui peuvent, même à travers une peau saine, se frayer un chemin à travers la peau, vont rejoindre le système lymphatique ou le sang, vont atteindre les poumons. Regardez bien, c'est compliqué là. Donc, on passe par la peau, on se rend aux poumons, des œufs sont déposés. Quand on a des œufs dans les poumons ou des vers, ça irrite, donc on tousse. En toussant, ça ramène des œufs au niveau buccal. Les œufs, on les ravale et c'est dans mon système digestif que ces vers-là vont proliférer et ils vont être libérés par les selles par la suite pour peut-être trouver d'autres hôtes possibles. Ensuite, au niveau de la peau, donc j'en ai parlé un petit peu de certains mycètes qui peuvent s'en prendre directement à la peau. Le pied d'athlète est un bon exemple. Mycose des ongles, la teigne au niveau des cheveux. Donc, il y a plein d'endroits comme ceux-là où les mycètes peuvent venir s'installer. Les voies parentérales, ben là, il faut traverser la peau, donc que ce soit par une piqûre, comme on le voit là, sur l'image en bas à droite, donc injection peut-être de médicaments ou de drogues, donc des micro-organismes peuvent entrer par là. Piqûre d'insectes, okay, pensons à la malaria, à la fièvre jaune, à la dengue,
au virus Zika, donc au virus du Nil. Plusieurs virus, entre autres, plusieurs protozoaires peuvent être transmis comme ça. La mouche tsetse aussi qui transmet le protozoaire qui cause la maladie du sommeil. Donc ça, c'est les voies parentérales. Même principe pour morsure. Un animal, un singe, un chien, un chat qui me mord et il est enragé. Donc c'est des façons d'entrer aussi par la peau, mais en la perçant. Les portes d'entrée, donc les micro-organismes ont leur porte d'entrée préférée. Je donne l'exemple de la salmonelle. La salmonelle, si vous mangez du poulet qui n'est pas très bien cuit ou s'il y a eu contamination croisée avec des ustensiles contaminés avec le poulet cru, ben il y a des chances que vous soyez malade. Okay? Puis c'est vraiment une grosse maladie, une salmonellose. On peut en mourir, des hydratations importantes. Donc des crampes, vomissements, diarrhée, etc. C'est une maladie à déclaration obligatoire aussi, donc si vous avez une salmonellose, il va y avoir une petite enquête là, auprès de la santé publique pour savoir ce que vous avez mangé, où vous l'avez acheté, soit ce poulet-là ou autre. Donc il y a un suivi qui va être fait. Tandis que si j'ai un poulet cru, okay, et que je le frotte sur ma peau, je ne fais pas juste le déposer, là, je le frotte, c'est même pas suffisant pour attraper une salmonellose. Salmonellose, il faut vraiment que le poulet soit consommé. Et il faut que la quantité de bactéries soit suffisante. Streptococcus pneumoniae, je dois l'inhaler. Donc on a une image, par exemple, ici, là. Strep pneumoniae est un diplocoque, donc deux cocci collés l'un sur l'autre. Donc si je l'inhale, donc dans mes voies respiratoires, j'ai des chances d'avoir une pneumonie. Tandis que si je la mange, ben voyez ça positivement comme étant une source de protéines ajoutée. On s'entend que je ne me nourrirai pas de Streptococcus pneumoniae, mais les dangers sont moindres, okay, que si je l'inhale. Tandis que la peste, okay, la bactérie Yersinia pestis, elle est moins difficile un petit peu. Elle peut entrer par différentes muqueuses, par la peau aussi. J'aurais pu ajouter Bacillus anthracis, la bactérie qui cause l'anthrax. Si c'est sur la peau, souvent, ça va juste faire des taches noires sur la peau. Pour ça qu'on appelle le bacille du charbon. Bacillus anthracis, ça fait des petites taches caractéristiques. Si je la mange, je vais avoir des problèmes digestifs. Et si je l'inhale, c'est souvent la forme la plus dangereuse là, de l'anthrax, la forme pulmonaire. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée. Le nombre de micro-organismes. Okay? Pour être malade, souvent, ça prend un nombre minimal de micro-organismes. Et ce nombre minimal-là, ben, il peut varier d'une personne à l'autre. Exemple, une personne de 85 ans versus moi qui en a 43 versus un de mes enfants qui est en début d'adolescence, ça va peut-être prendre des doses de micro-organismes moins importantes pour, on va dire, ma grand-mère que pour moi et mon fils, parce qu'elle a un système immunitaire plus faible. Mais souvent, on va donner une dose ou une quantité de micro-organismes relative là, pour chaque maladie. L'exemple que je donne, le choléra. Okay? Le choléra, normalement, ce qu'on appelle la DI 50, là, ou la dose infectieuse, donc la dose de micro-organismes que ça prend pour vous rendre malade, ça serait de 10 à la 8 bactéries. Okay? Tandis que la dose létale, c'est la dose que ça prend pour tuer 50% des cobayes, mais peu importe. Donc, je reviens avec le choléra, 10 à la 8 cellules. Ça, c'est la quantité pour rendre, on va dire, tout le monde malade. Mais si moi, par exemple, okay, j'ai des problèmes de, je sais pas moi, de reflux gastrique, de brûlure d'estomac et que je prends beaucoup d'antiacides. Donc, si je prends des médicaments antiacides, le pH de mon estomac va augmenter, donc passer d'une acidité peut-être de 2, un pH de 2 à un pH de 3, 4, peu importe. Mais en augmentant le pH, il y a moins de bactéries qui vont être éliminées par ce pH-là. Donc, peut-être que pour moi, ça prendrait seulement, on va dire, 10 à la 5, 10 à la 6 bactéries pour que je tombe malade parce que je prends des antiacides. Donc, la dose infectieuse peut varier selon divers facteurs, l'âge, la force du système immunitaire, des choses comme ça. Le R0, on en entend parler depuis quelques semaines en raison de la COVID qui sévit à travers le monde. Donc, c'est le nombre de personnes qui seront infectées par une personne qui est elle-même infectée. Okay? Donc, c'est une valeur relative à chaque micro-organisme. Ce R0-là, s'il est plus petit que 1, souvent la maladie disparaît d'elle-même. Ça veut dire que le niveau de transmission est très faible dans la population, ce qui est une bonne chose. Et si le R0 est plus grand que 1, ben, l'infection va se propager dans la population à un rythme plus ou moins grand. Si on regarde le graphique à droite, donc la grippe saisonnière a un R0 d'environ 2. Okay? Ça peut varier, disons, de 1 à 2,5, dépendamment de la souche de grippe. Donc, généralement, la grippe, puis on le sait, okay,
va se propager pendant une certaine période de temps, puis ça va se calmer par la suite. Donc, un R0 de 2, c'est pas catastrophique. Oreillon, rubéole, c'est quand même à 6. Ce sont des maladies contagieuses. C'est pour ça qu'il y a des vaccins qui existent là, pour limiter la propagation. La coqueluche, quand vous voyez pertussis, là, le nom de la bactérie, c'est Bordetella pertussis. Donc, en anglais, ça s'appelle pertussis. Nous, on l'appelle la coqueluche. Donc, c'est un R0 d'environ 14. C'est énorme. Et si ça se transmet aux jeunes enfants, aux bébés non immunisés, ben, ça peut entraîner des décès. Donc, la vaccination est extrêmement importante à ce moment-là. Un des pires que l'on connaisse, c'est le virus de la rougeole avec un R0 qui peut être supérieur à 16. Donc, imaginez, là, dans une école, si personne n'est vacciné, un enfant entre avec la rougeole, puis on a une classe de 20, ben, c'est clair qu'après une semaine, même quelques jours, tout le monde a été infecté. Okay? C'est une maladie qui va être transmise juste par la simple respiration. C'est extrêmement contagieux. Si je reviens à la COVID, les chiffres donc varient encore un peu, disons d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, mais on parle souvent d'un R0 entre 2,5 et à peu près 4,5. C'est beaucoup. Okay? C'est beaucoup, d'autant plus qu'on n'a pas de vaccin pour prévenir une infection comme celle-là. Donc, c'est pour ça que présentement, en ce mois d'avril 2020, on est pour la plupart confinés à la maison où on prend des mesures, disons, exceptionnelles pour limiter la propagation du virus parce qu'il a ce pouvoir-là de se transmettre facilement. Donc, plus le R0 d'une infection est élevé, plus la transmission dans la population va être grande. Agent pathogène opportuniste, ben, c'est un micro-organisme qui normalement ne cause pas de problème à un autre, mais un autre qui a une santé normale. Et si les conditions changent, que la santé du patient change, ben, le micro-organisme peut profiter de la situation et rendre le patient malade. Ça peut être aussi un micro-organisme qui ne cause pas de problème tant et aussi longtemps qu'il demeure au bon endroit dans votre corps, mais qu'il va causer un problème s'il change d'endroit. Exemple, E. coli dans mon gros intestin, merveilleux. E. coli au niveau de mon urètre, infection urinaire. Donc, agent pathogène opportuniste. Moi qui ai une santé pulmonaire, on va dire, normale, je ne serais pas affecté par une bactérie comme Pseudomonas aeruginosa. Mais quelqu'un qui est asthmatique, quelqu'un qui a de la fibrose kystique, donc les poumons sont plus fragiles, mais à ce moment-là, une bactérie comme celle-là pourrait devenir un pathogène opportuniste et profiter de la situation pour infecter la personne. Même principe pour les patients immunodéprimés. Si vous prenez des médicaments, vous avez reçu une greffe, vous êtes atteint du sida, donc vous avez été infecté par le VIH. Toutes ces raisons-là font en sorte que votre système immunitaire est atténué. Et à ce moment-là, il y a plein de micro-organismes qui, normalement, ne vous rendraient pas malade, mais là, vont compliquer votre vie un petit peu. Transmissibilité d'une infection, quand on parle de maladie transmissible, c'est quand une maladie est transmise d'une personne à une autre, que ce soit directement ou indirectement. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire, bon, maladie contagieuse, maladie transmissible, ça se ressemble. Okay? Maladie contagieuse, ça se transmet facilement. Okay? On va essayer de faire la distinction entre les deux. Donc, toutes les maladies contagieuses sont automatiquement transmissibles, mais les maladies transmissibles ne sont pas toutes contagieuses. Je vais donner un exemple très simple. Si on parle de la rougeole, donc c'est contagieux. Okay? Varicelle aussi, juste être en présence de quelqu'un qui a cette infection-là et je peux être malade. Par contre, si quelqu'un autour de moi a l'hépatite B, a l'herpès génital, ce sont des maladies qui sont transmissibles, mais ce n'est pas contagieux. Donc, même si je m'assois à côté de cette personne-là, même si cette personne-là tousse en ma présence, si je lui serre la main ou peu importe, je ne vais pas attraper l'herpès génital puis je ne vais pas attraper l'hépatite B. Ça va prendre un contact plus étroit, relations sexuelles, ça peut être drogue injectable, donc échange de seringues, mais ça prend quelque chose de vraiment plus étroit comme contact. Donc, maladie transmissible, c'est pas contagieux, mais toutes les maladies contagieuses, elles, sont transmissibles. Et il y a aussi des maladies qui ne sont pas transmissibles. Par exemple, le tétanos, si je l'attrape, c'est mon problème. J'ai eu une blessure profonde, la bactérie s'est installée, a libéré une toxine, j'ai le tétanos. Mais même si, je sais pas, moi, je joue avec mes enfants, je ne vais pas le leur transmettre. C'est vraiment une maladie qui est non transmissible dans ce cas-là. Fréquence des maladies, incidence et prévalence. Donc, je vais juste nommer les définitions. Là. Quand on parle de l'incidence d'une maladie, c'est le nombre de nouveaux cas apparus dans une population exposée durant une période donnée, tandis que la prévalence, c'est le total. C'est l'ensemble des nouveaux cas plus les anciens pour une région et une période donnée. Exemple, je pourrais dire l'incidence du VIH ou de la transmission du VIH
À Gatineau, on va dire que c'est, je sais pas moi, je ne connais pas les vrais chiffres, je vais juste inventer quelque chose, je vais dire 20 nouveaux cas dans la région. C'est peut-être beaucoup, j'ai aucune idée. Tandis que la prévalence, ben, ça serait les 20 nouveaux pour 2020, plus tous les cas existants déjà. Donc, on va dire qu'il y avait déjà 300 personnes qui étaient séropositives. Donc, la prévalence, ce serait les 320 personnes. Donc, les nouveaux cas plus les anciens pour une région et une période donnée, tandis que l'incidence, ce sont les nouveaux cas. Quand je parle de maladies à déclaration obligatoire, j'en ai glissé un mot tout à l'heure quand j'ai parlé de la salmonellose. Donc, ce sont des maladies que le système de santé, la santé publique, veut comptabiliser et sur lesquelles elle veut faire une espèce de recherche, okay, ou étudier ce qui se passe. Par exemple, salmonellose, j'arrive à l'hôpital, j'ai les symptômes, on fait des tests, je suis positif pour cette maladie-là, ben on va me poser des questions. Où as-tu mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu étais seul? Est-ce que les personnes avec qui tu étais ont aussi mangé ça? Puis souvent, si c'est dans un restaurant, ils vont aller au restaurant, puis ils vont essayer de retracer les personnes qui auraient peut-être mangé la même chose, donc pour éviter qu'il y ait soit une éclosion ou une épidémie ou quoi que ce soit. Donc on veut contrôler ça. Même principe avec la tuberculose. Tuberculose, c'est pas une maladie qui est très fréquente au Québec, au Canada, mais ailleurs dans le monde, ça peut être très, très, très important. On parle de, disons, 8 millions de personnes dans le monde là, qui sont atteintes, puis entre 1 et 2 millions de personnes qui en meurent chaque année. C'est beaucoup, ok? C'est énorme. Donc, si quelqu'un ici au Québec a la tuberculose, ben, ça va faire, on va faire une démarche auprès de la santé publique pour faire une petite enquête là-dessus, pour voir s'il a contacté certaines personnes, s'il a vu des personnes, s'il a pris le transport en commun, s'il a vu des personnes vulnérables. Donc, on veut essayer de juguler la transmission de l'infection le plus rapidement possible. Même principe là, pour la COVID-19, encore une fois, c'est clairement une maladie à déclaration obligatoire. Si vous êtes positif, vous allez avoir des contraintes à respecter, un confinement plus serré, éviter tout contact, etc. Fréquence des maladies. Quand on parle de maladie sporadique, c'est une maladie qui arrive, disons, de façon un petit peu au hasard, qui n'est pas toujours présente. Comme la typhoïde au Canada, donc encore une fois avec la salmonelle, c'est pas quelque chose qui est toujours là. Il va y avoir des petites éclosions, quelques cas par-ci par-là, mais c'est sporadique. Tandis qu'une maladie endémique, ben, c'est une maladie qui est constamment présente. Donc, si on pense au rhume, c'est tout le temps là. Okay, on ne s'en sort pas, ces virus-là circulent dans la population, puis on finit toujours par pogner 1 ou 2 rhumes par année. Ce qui est important, par contre, de comprendre, c'est qu'une maladie sporadique ici au Canada pourrait très bien être endémique ou épidémique ailleurs. Okay? La typhoïde est peut-être... en fait, je pense même que j'ai un graphique là-dessus. Ouais. Donc, on voit, par exemple, nous, c'est sporadique, États-Unis sporadique. Mais où c'est, disons, soit rouge ou un petit peu plus beige, orangé, là, c'est les régions où c'est un petit peu plus endémique. Okay? Donc, les régions rouges sont les régions les plus atteintes. Okay? Donc, une même maladie peut être sporadique ou endémique. Épidémique, ben là, c'est qu'il y a un nombre de cas qui augmente rapidement dans une région donnée. Okay? Donc, par exemple, on pourrait dire qu'il y a une épidémie de grippe à Gatineau. Il y a une épidémie de gastro dans telle école. Donc, il y a beaucoup de cas qui sont répertoriés en peu de temps dans un lieu ou une région donnée. Puis, pandémie, ben là, on est dedans avec la COVID-19. Okay? Donc, c'est une maladie qui se propage rapidement et à travers la planète. Donc, il y a des épidémies de grippe. Il y avait eu H1N1 il y a quelques années. Il y avait eu la grippe espagnole en 1918. Le sida qui est encore présent, donc depuis les années 80, la pandémie de sida qui sévit à travers le monde. Donc là, on parle vraiment d'une maladie qui se propage relativement rapidement ou rapidement à travers la planète. Donc ça, j'en ai parlé. Gravité et durée des maladies. Donc une maladie aiguë, c'est que ça évolue rapidement, okay? Puis ça ne dure pas longtemps généralement. Donc la grippe, la COVID peut être un exemple aussi. Maladie chronique, ben là, ça peut prendre plus de temps, okay? Va évoluer plus lentement, puis elle peut s'éterniser, on va le dire comme ça. Comme la tuberculose, souvent c'est une bactérie qui se développe lentement. C'est une maladie qui va durer plusieurs mois. Même le traitement antibiotique, souvent, va prendre plusieurs mois pour traiter le problème. Tandis qu'une maladie latente, on le voit avec le dos de la personne, c'est le zona. C'est une maladie qui est cachée, qui reste en vous. Okay? Le zona, c'est le même virus que la varicelle. Donc moi, j'ai eu la varicelle quand je crois que j'étais en 3e ou 4e année au primaire.
Ce virus-là donc a causé des éruptions cutanées, j'ai fait un petit peu de fièvre, j'ai pris des bains de calamine. Mais le virus, oui, je m'en suis débarrassé à ce moment-là, mais il s'est quand même caché dans mes ganglions spinaux et il se pourrait, je ne me le souhaite pas, que ce même virus-là se réactive dans quelques années. Donc pour l'instant, il est sous forme latente, mais éventuellement, il pourrait se réactiver et je pourrais avoir le zona. Quand quelqu'un, je fais une parenthèse là-dessus, reçoit le vaccin contre le zona, souvent c'est juste pour réactiver son système immunitaire en prévision que peut-être le virus se réactiverait. Donc ce n'est pas un vaccin comme on le voit généralement où on veut prévenir la maladie. Là, on veut juste réactiver le système immunitaire pour que si le virus se réactive, on puisse répondre plus rapidement et que les symptômes soient un petit peu plus faibles. Infection locale versus systémique. Donc, infection locale, c'est que si j'ai une infection, par exemple, à un endroit sur la peau, une infection au niveau des poumons, tandis que systémique, bien souvent, c'est tout le corps là, qui pourrait être affecté. Présence de bactéries dans le sang, on parle de bactérémie, mais si les bactéries se reproduisent dans le sang, on parle de septicémie. Puis septicémie, clairement, c'est pas une bonne nouvelle, c'est très dangereux. Les bactéries évoluent rapidement et elles peuvent causer de plus en plus de dommages. Les reins vont être affectés, le cœur, les poumons, etc. Présence de toxines, toxémie, le tétanos, l'exemple que vous voyez, l'image qui est là, c'est pas moi qui fais mon yoga. Je serais incapable de faire le pont de toute façon. Mais le tétanos, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça provoque des contractions musculaires extrêmement fortes, incontrôlables, donc involontaires. Donc, dans les cas les pires, là, on voit ici là, les muscles du dos, des fesses, des cuisses, tout ça se contracte. Éventuellement, la personne finit par en mourir. Donc, tétanos, si on vous propose le vaccin, on veut le prendre. Si vous ne voulez pas finir comme le pauvre type qui est ici. Puis, présence de virus dans le sang, donc on parle de virémie. Les facteurs maintenant qui me prédisposent à la maladie, il y en a 5. Donc la génétique, l'âge, les maladies ou désordres anatomiques, la prise de médicaments et l'environnement. Par exemple, génétique, puis là, c'est pas du sexisme, mais quand on parle du sexe. Si on parle, par exemple, des chromosomes XX, donc au niveau génétique, donc c'est une femme, XY serait un homme. Anatomiquement, il y a des distinctions. Si moi et une femme, on va se baigner dans une plage de la région, par exemple, et que l'eau, on ne l'a pas testée, puis elle est très polluée, il y a des matières, des coliformes, etc., donc littéralement des matières fécales, qui peuvent provenir des oiseaux ou même des déchets humains, là, peu importe, une femme va avoir plus de chances de développer une infection urinaire qu'un homme. Anatomiquement, c'est juste plus simple. L'urètre étant plus courte, c'est plus fréquent. Donc, ce n'est pas une question de sexisme, mais à cause de la génétique XX femme versus XY homme, anatomiquement, on n'est pas fait de la même façon. Donc, les femmes auraient plus de chances. Mais là, il faut faire attention. Si, je sais pas, moi, j'ai un gars et une fille qui travaillent dans un laboratoire de microbiologie, puis qui font leurs choses normalement, ben, la femme n'a pas plus de chances d'être infectée que l'homme. Ça dépend des circonstances. Ensuite, les maladies héréditaires, ben là, gars-fille, ça n'a plus nécessairement d'importance. Si, par exemple, génétiquement, je n'ai pas un bon système immunitaire, j'ai des immunodéficiences primaires, ben, à ce moment-là, je vais être plus prédisposé à la maladie qu'une autre personne. D'autres exemples que je pourrais donner, quelqu'un, par exemple, qui a génétiquement pas la protéine qui permet au virus du VIH d'entrer dans ses cellules, mais cette personne-là a moins de chances d'être infectée par le VIH, tandis que moi, si je n'ai pas cette protéine-là, ou si j'ai la protéine CCR5, j'ai plus de chances que le virus m'infecte si j'étais contaminé. Voilà. Ensuite, l'âge, ben là, c'est une évidence. Les personnes les plus âgées ou les très très jeunes, donc bébés naissants, sont plus vulnérables, par exemple, qu'une personne de 20 ans. Donc, le système immunitaire est affaibli avec l'âge, ou quand on est très jeune, ben, il n'est juste pas développé. Donc l'âge est un facteur hyper important. On le vit malheureusement maintenant là, avec la COVID qui tue, disons que dans les proportions de gens qui meurent, c'est souvent les 80, même 70 ans et plus là, qui vont être affectés. Ça ne veut pas dire que quelqu'un de 20 ans ne sera pas affecté. Ça veut juste dire que dans les chances d'être malade et peut-être même d'en mourir sont plus grandes plus on est âgé. Maladies entraînant des désordres anatomiques, physiologiques ou métaboliques. Le diabète, par exemple, circulation sanguine est compromise, donc on a peut-être plus de chances de développer une gangrène dans les orteils ou dans les extrémités. Si on a de l'asthme, on est plus susceptible à une infection au niveau pulmonaire. Les cancers peuvent affecter aussi la réponse immunitaire, surtout si on parle de, par exemple, leucémie ou lymphome. Ensuite,
Prise de médicaments. Ben, si je prends des anti-inflammatoires, si je prends des médicaments immunosuppresseurs parce que j'ai reçu une greffe, ben, mon système immunitaire va être affecté, donc je vais être plus souvent infecté par d'autres micro-organismes. Même principe, par exemple, pour la pompe, pour l'asthme, le Flovent. Le Flovent, c'est un corticostéroïde qui diminue la réponse immunitaire. Généralement, il va diminuer la réponse immunitaire au niveau des poumons pour empêcher que les alvéoles, qu'il y ait beaucoup d'inflammation au niveau des alvéoles. Mais il faut se rappeler, ceux qui prennent cette pompe-là le savent, après avoir pris la pompe Flovent, il faut se rincer la bouche. Pourquoi? Parce que le médicament peut se déposer en partie dans la bouche et si on ne rince pas, le système immunitaire va être affecté au niveau buccal et à ce moment-là, des bactéries et surtout des levures vont pouvoir en profiter et proliférer et causer des infections buccales. Environnement, ben, encore une fois, votre travail, votre emploi. Okay? Quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé a plus de chances d'être infecté que quelqu'un peut-être qui travaille dans un bureau là, au gouvernement ou quoi que ce soit. Si vous travaillez par exemple comme éboueur, ben, il y a peut-être plus de chances que vous ayez des problèmes pulmonaires versus quelqu'un qui travaille dans un environnement où l'air est plus sain. Ça peut être l'endroit où vous vivez aussi. Okay? Si je vis dans un logement insalubre où il y a plein de moisissures sur les murs, ben, je pourrais tomber malade versus une habitation qui est, disons, saine, propre, etc. L'exemple que je donne, la photo ici, c'est le fleuve Gange, qui, en dépit du fait que ce soit un fleuve sacré en Inde, c'est un fleuve qui est très, très, très pollué. Souvent, les cadavres, par un rite funéraire quelconque, on va les mettre dans le fleuve. Les animaux, entre autres les vaches mortes, vont aller dans le fleuve aussi. Il y a beaucoup de déjections humaines. Puis malgré ça, ben, les gens vont s'y purifier, okay? En allant faire leurs ablutions, puis tout ça. Là. Donc c'est pas un environnement, disons, qui est recommandé pour les touristes d'aller se baigner là-dedans si vous ne voulez pas sortir avec une infection ou quelques infections différentes. Donc, je donne quelques exemples ici là, où je vous demande de deviner, par exemple, quel est le ou les facteurs qui prédisposent à la maladie. Donc, si on les fait ensemble, là, une technicienne de labo médicale travaille chaque jour avec des échantillons de sang ou de sel. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, faire attention. Est-ce que le fait que ce soit une femme a une incidence? Non, la génétique n'a rien à voir là-dedans. Ça pourrait être un homme. Par contre, le fait de travailler avec du sang et des sels, l'environnement serait le facteur ici. Un homme âgé de 83 ans souffrant d'un cancer des poumons reçoit la visite de son fils qui a la grippe. Okay? Donc là, ici, il y en aurait trois. Le fait qu'il soit âgé, donc à 83 ans, on peut considérer que la personne est plus fragile. Elle a un cancer des poumons, donc elle a une maladie qui la prédispose, puis surtout que c'est au niveau pulmonaire. Et en plus, donc l'environnement, dans l'environnement de la personne, il y a un enfant, okay? Ben, un enfant, son fils, qui est porteur d'une infection pulmonaire, donc d'un virus de la grippe. Donc, trois raisons là, qui pourraient prédisposer notre monsieur de 83 ans à une infection. Maintenant, la chaîne épidémiologique, les 6 maillons, souvent quand on étudie cette chaîne-là en milieu de la santé, c'est surtout pour savoir comment la contrer, comment briser cette chaîne-là. Donc, quand on parle de l'agent pathogène lui-même, okay, donc à quoi on a affaire, bactéries, virus, mycètes, le réservoir où le virus, la bactérie se situe-t-elle? Est-ce que c'est dans d'autres personnes? Est-ce que c'est dans, je sais pas moi, dans la nourriture? Est-ce que c'est dans une source d'eau? Est-ce que c'est dans une rivière? Par exemple, si je vais me baigner, je vais être malade. Est-ce que ce sont des animaux? Donc, quel est le réservoir? Porte de sortie. Imaginons que le réservoir, c'est moi, puis que c'est une infection pulmonaire. Donc, la porte de sortie, ça peut être quand j'éternue, quand je tousse, donc par mes voies aériennes. Si c'est une maladie digestive, donc par les selles, etc. Donc la porte de sortie, ça peut être par le sang aussi. Mode de transmission, est-ce que c'est par des gouttelettes? Okay? Est-ce que c'est aérien? Puis là, vous allez me dire, ben, les gouttelettes aériennes, ça se ressemble beaucoup. Aérien, le simple fait de parler, de respirer peut transmettre la maladie. Okay? Tandis que gouttelettes, ben, ça prend vraiment peut-être une toux, un éternuement, donc quelque chose d'un petit peu plus important, okay, en termes de quantité ou de volume qui sort des poumons ou des voies aériennes. Mode de transmission, ça pourrait être aussi par contact direct, ça pourrait être aussi par un vecteur comme un insecte, par exemple. Porte d'entrée, est-ce que c'est les yeux, les voies aériennes, relations sexuelles, le sang, etc. Et un autre réceptif, donc est-ce que la personne est en présence de circonstances ou d'un environnement qui pourrait la rendre infectée. Okay? Comme là, par exemple, on vit tous du confinement. Donc là, le virus a moins d'autres réceptifs à infecter parce qu'il y a moins
de contact entre les personnes. D'accord? Donc, si je regarde quelques exemples encore une fois, nous empêchons les enfants d'un homme atteint du SRAS, le SRAS qui était un ancien virus, le coronavirus, de venir le visiter. Donc, si on empêche les enfants, dans ce cas-ci, on bloque les autres réceptifs. Donc, s'il n'y a personne qui va voir l'homme atteint, il n'y a pas d'autres réceptifs. 2. Vous éternuez dans le creux de votre coude. OK? Donc là, il faut faire attention. Il y en a qui me disent souvent « Ah, c'est la porte de sortie. » Non, c'est quand même sorti de mon nez, de ma bouche. Okay? Ce que j'ai bloqué dans ce cas-ci, c'est le mode de transmission. J'ai empêché les gouttelettes d'être propagées dans l'environnement. Okay? Si tu retiens ton éternuement, ok, peut-être la porte de sortie est bloquée, mais si j'ai littéralement éternué dans mon coude, c'est le mode de transmission que j'ai bloqué. Vous portez un masque, des gants et des lunettes de protection pour soigner une dame infectée par un virus hautement contagieux. Donc, peut-être que certaines d'entre vous vivez à l'hôpital si vous êtes en train de traiter des personnes atteintes de la COVID. Donc, le fait de porter un masque, des gants, des lunettes, surtout le masque et les lunettes, donc on bloque la porte d'entrée des muqueuses respiratoires et des yeux. Les gants, on bloque peut-être le mode de transmission, surtout si on les retire correctement. Ensuite, vous prenez un antibiotique pour soigner une infection urinaire. Donc, dans ce cas-ci, on s'attaque aux micro-organismes directement. Donc, le fait de prendre un antibiotique, on tue la bactérie qui cause cette infection-là. Voilà. Prophylaxie, c'est un processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition ou la transmission d'une maladie. Donc, on pourrait, par exemple, vouloir donner un antibiotique à une personne en prévision d'un traitement. Par exemple, donner certains antibiotiques à une femme enceinte qui, par exemple, serait porteuse du streptocoque B. Donner un antibiotique à une personne, par exemple, qui doit se faire retirer des dents, mais que cette personne-là a des problèmes cardiaques. Donc, il serait possible, lorsqu'on arrache les dents, que certaines bactéries buccales, comme des streptocoques, entrent par la plaie de la dent, circulent par le sang et atteignent le cœur et créent une endocardite. Donc, prophylaxie, c'est un traitement que l'on fait en amont pour essayer de limiter la propagation ou la transmission de la maladie à une personne. Les vaccins, c'est un bon exemple de prophylaxie aussi. Réservoir d'infection, donc on peut avoir littéralement l'être humain, qui peut être un réservoir. On peut parler de porteur sain ou porteur actif. Le porteur sain, souvent, n'aura pas de symptômes, comme on le voit encore une fois avec la COVID. Il y a certaines personnes qui sont asymptomatiques et d'autres qui sont actifs, donc ils ont les symptômes et souvent ils vous la transmettent, cette maladie-là. Donc on peut parler de la COVID, de la grippe, diphtérie, les hépatites, l'hémorragie qui est un beau grand terme pour dire gonorrhée. Donc nous sommes des réservoirs d'infection. Certains réservoirs sont animaux. Puis dans les réservoirs animaux, on peut parler de zoonose ou de vecteur. Zoonose, c'est que l'animal est lui-même atteint. Donc par exemple, la rage, votre chien pourrait avoir la rage, vous mordre et vous la transmettre. Donc il est un réservoir et c'est une zoonose. Tandis que quand on parle de vecteur, bien souvent l'animal ou l'insecte ne sera pas affecté par la maladie, mais peut quand même vous la transmettre. Donc là, si on parle de maladies transmises par des insectes ou des arachnides, on peut parler de la maladie de Lyme qui est transmise par une tique. Donc la tique vous mord, veut s'abreuver de votre sang et vous transmet la bactérie qui cause la maladie. Le paludisme, le protozoaire peut être transmis par l'anophèle femelle, fièvre jaune, dengue, etc., qui sont d'autres Zika, peuvent être transmis par des insectes. Ensuite, il y a les réservoirs inanimés. Donc, par exemple, dans le sol. Okay? Dans le sol, juste en manipulant du sol, je pourrais, de la terre, en faisant mon jardin, mon jardinage, je pourrais me contaminer avec des mycètes. Je pourrais attraper certaines bactéries, par exemple, comme l'anthrax au niveau de la peau. Je pourrais attraper le tétanos si je me blesse de façon assez profonde pour que la bactérie puisse se reproduire. Dans l'eau, il peut y avoir certains types d'hépatites. Il pourrait y avoir aussi le choléra. Sur les objets, donc contact indirect, là, encore une fois la grippe, le rhume, la gastro, les oxyures, donc des petits œufs de verre. Okay? Par exemple, un enfant qui a une infection par les oxyures se gratte les fesses ou quand il va à la toilette ne se lave pas correctement. Donc il pourrait avoir des petits œufs microscopiques sur les doigts, touche des objets. Un autre enfant arrive, touche les mêmes jouets, le ballon, la petite auto, quoi que ce soit, se met les doigts dans le visage, dans la bouche, puis se contamine. Et par les aliments, ben là, il y en a plein, okay, de salmonelle, E. coli, du Clostridium botulinum, du Bacillus cereus, certains virus aussi. Donc, les aliments, ça peut être une très bonne source, malheureusement, d'infection. Puis, les différentes façons de transmettre des maladies, ben, le contact direct, okay, encore une fois, la poignée de main,
contact indirect par des objets qu'on s'échange, un ustensile, un crayon, peu importe, la poignée de porte. Bon, je parle les cheveux, aussi là, les instruments de coiffure. Gouttelettes, inhalation, lors d'une opération, okay, transfusion, contact sexuel, piqûre. Okay, il y a plein de façons de transmettre une infection, donc de propager un micro-organisme dans l'environnement. Les infections nosocomiales, c'est quoi? C'est des infections qu'on attrape à l'hôpital. Puis comme on le voit là, dans l'hôpital, ben, c'est la combinaison parfaite. Okay? Il y a beaucoup de micro-organismes qui sont présents parce qu'il y a plein de gens malades qui se présentent à l'hôpital. C'est plein d'autres affaiblis, que ce soit des personnes âgées, malades, qui ont été opérées, donc on est plus susceptible. Tous les éléments de la chaîne de transmission souvent sont présents, donc ça fait un mélange parfait. Donc, c'est paradoxal de dire qu'on va à l'hôpital pour se faire soigner, mais qu'on peut sortir de là avec une infection qui est peut-être pire que celle avec laquelle on est arrivé à l'hôpital. Moi, j'ai déjà eu une infection nosocomiale suite à une opération au genou, donc j'avais eu une infection à staph dans une plaie chirurgicale là, au niveau de mon genou. Ça a été traité avec succès, j'en suis très heureux, mais j'avais quand même été un petit peu nerveux. Un de mes collègues qui était déjà allé à l'hôpital pour se faire opérer suite à une blessure, fracture importante à la cheville, puis il a attrapé une infection nosocomiale au niveau pulmonaire qui aurait pu littéralement le tuer. Là. Donc ça a été assez inquiétant. Clostridium difficile, la C. diff, comme vous l'appelez souvent en soins infirmiers, donc c'est une infection qui est commune, souvent qui va atteindre les personnes plus âgées. Souvent, ces personnes-là ont subi de l'antibiothérapie pour autre chose, et là, la bactérie, puisqu'elle n'a plus de compétition, va pouvoir se développer plus rapidement et causer des problèmes. Et une façon, disons, on va dire originale, pour le dire comme ça, de guérir les personnes, c'est de leur faire une greffe fécale. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va demander à un membre de votre famille qui est en santé de récupérer ces selles qu'on va homogénéiser, okay? Donc les rendre un petit peu plus liquides et tout, et on va aller les réinsérer, okay, chez la personne atteinte. Et il y a un bon taux de succès face à ça. Donc littéralement, on vous greffe des matières fécales, des bactéries, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on régénère rapidement, puis très rapidement, la flore ou la microflore bactérienne du patient. Ça va lutter contre la C. diff et ça va atténuer les symptômes et même guérir. Donc, c'est quand même pas rien quand on y pense, même si, à la base, si on s'en tient à, OK, greffe de caca, ça semble épouvantable, dégueulasse, mais c'est une bonne façon de traiter une infection comme celle-là. Juste quelques statistiques. Okay? Dans les hôpitaux canadiens, c'est 1 patient sur 9 okay, qui attraperait une maladie nosocomiale. Les infections nosocomiales représentent la 4e cause de décès au Canada. Okay? Là, il faudra s'en reparler à la fin de l'année avec la COVID, voir si ça change des choses. Mais on a le cancer, les maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux et infection nosocomiale est en 4e position. Okay? Donc, il y a plus de gens qui meurent d'infections attrapées à l'hôpital que de gens qui meurent dans des accidents. C'est quand même majeur. Et on parle, ok, j'aime pas ça parler d'argent là, quand on parle de maladie, là, mais ça coûterait au système de santé là, 1 milliard de dollars par année. Okay? Donc, ça vaut la peine de faire attention dans la chaîne de transmission, d'essayer de couper ça le plus possible. De 1, ça sauve des vies, ce qui est peut-être le facteur le plus important, mais de 2, ça va aider un petit peu au niveau économique, budgétaire, là, pour diminuer les coûts. Même si j'aime pas parler de coûts quand on parle de santé des gens. Des exemples, okay, les principaux sites d'infection nosocomiale. Donc, la première, c'est les infections de voies urinaires. Donc, quand par exemple, on va insérer une sonde urinaire à une patiente, un patient, c'est possible qu'une infection se développe. Infection d'une plaie chirurgicale, moi j'étais là-dedans. Bactériémie suite à la pose d'un cathéter veineux. 4, vous allez voir, est en couleur différente. Pourquoi? C'est la 4e position, les infections pulmonaires, mais c'est la pire, la plus dangereuse. Okay? Donc, le taux de mortalité peut atteindre 50%. Donc, c'est énorme. Donc, les poumons, c'est fragile. Quand on va intuber quelqu'un qui a une opération peut-être soit à cœur ouvert ou quoi que ce soit, il faut faire attention à ça. C'est les plus dangereuses, okay? Les plus meurtrières. Puis, les infections cutanées, bon, souvent les nouveaux-nés au niveau de la peau, les yeux. Donc, ce n'est pas les plus dangereuses en termes de mortalité, mais en termes de quantité, on va le voir en 5e position. Deux petites définitions, taux de morbidité et taux de mortalité. Donc, morbidité, c'est le rapport entre le nombre de personnes atteintes d'une maladie durant une période donnée et la population totale. Donc, combien, par exemple, de personnes ont été atteintes de la COVID au Québec? Donc, on pourrait dire, si je me rappelle des chiffres aujourd'hui, je crois que c'était
19 000. Donc, ce serait 19 000 sur, on va dire, 7 millions. Okay? Tandis que le taux de mortalité, il faut faire attention à la mortalité, c'est le rapport entre le nombre de décès dus à la maladie et la population totale. Donc, si je reprends la COVID, là, au Québec, par exemple, on était rendu à plus de 1000 aujourd'hui. Donc, ça ne serait pas 1000 sur les 19 000. Okay? Ce n'est pas ça le taux de mortalité. Ça serait 1000 personnes sur 7 millions. Donc, il faut faire attention. Beaucoup de gens font l'erreur de mettre le nombre de morts sur le taux de morbidité, mais ce n'est pas ça. Donc, morbidité, nombre de personnes atteintes sur population totale. Mortalité, nombre de décès sur population totale. Épidémiologie, ben, c'est la science qui étudie la distribution, le moment et la fréquence de l'apparition de maladies infectieuses, de même que leur mode de propagation. Donc, on s'entend que présentement, à travers la planète, il y a une très grosse étude épidémiologique qui se fait. Donc, on veut voir comment le virus se propage, de où il est parti, à quelle vitesse il est transmis, quels sont les groupes de population qui sont les plus affectés, etc. Comment, donc, est-ce que c'est juste... au début, on pensait que c'était des gouttelettes. Maintenant, on sait que c'est aérien. Il y a des questions qui ont été posées. Oh mon Dieu, est-ce que ça pourrait être transmis par un animal, un chien, un chat? Donc, on se pose plein de questions présentement. Peut-être dans quelques mois, on pourra vraiment avoir une étude plus sérieuse et plus concrète. Pour l'instant, il y a plein de choses qui évoluent de jour en jour. Mais d'où proviennent les premières études épidémiologiques? Je vais donner l'exemple de Snow à la diapo suivante. Mais une première étude épidémiologique qui avait eu lieu à Vienne, okay? L'étude de Semmelweis, ça c'est assez épouvantable. Donc imaginons-nous là à Vienne, donc en Autriche, il y a quand même quelques dizaines, peut-être même une centaine d'années. Donc il y a des étudiants médecins qui vont pratiquer des accouchements. Mais les étudiants médecins vont faire les accouchements dans les secteurs les plus pauvres, les hôpitaux les plus pauvres de la ville. Puis les meilleurs médecins qui sont plus aux études font les traitements pour les hôpitaux de gens plus fortunés, etc. Les étudiants souvent donc faisaient leurs études anatomiques sur des cadavres, donc se contaminaient les mains. Puis à l'époque, il n'y avait pas le docteur Arruda encore qui leur disait de se laver les mains pendant 20 secondes avec du savon et de l'eau. Donc c'était pas aussi efficace. Et lors de l'accouchement, les médecins transmettaient des bactéries dangereuses, mortelles à la femme, peut-être même à l'enfant, et il y a des personnes qui en mouraient. Donc, on a remarqué ça à un moment donné, que pourquoi il y a plus de femmes qui meurent dans les hôpitaux, disons, plus pauvres versus les hôpitaux plus riches, et on a fini par faire le lien entre les deux. Et encore une fois, c'est vrai encore aujourd'hui, là, le simple fait de changer les habitudes des médecins étudiants et de leur dire de se laver les mains de façon un petit peu plus efficace, ça leur réglé le problème. C'est épouvantable. Il a fallu qu'il y ait des femmes et des enfants qui meurent pour qu'on le découvre. L'étude de Snow, ben, c'était des cas de choléra, okay, à Londres. Donc, on voyait qu'il y avait un quartier de Londres qui était vraiment affecté. Plusieurs personnes mouraient du choléra, la maladie se transmettait, puis on essayait de trouver la source. Et on a fini par faire le lien entre un puits, okay, où les gens allaient chercher leur eau potable, qui n'était pas potable à ce moment-là, et c'est de là que les gens se contaminaient. Et ça, c'est littéralement là, des caricatures là, qui ont été faites dans les journaux de l'époque. Donc, on voit, c'est la mort qui pompe l'eau à ces gens-là. Donc, en condamnant le puits, on a réglé le problème de cette épidémie-là de choléra. Donc, l'épidémiologie, c'est vraiment l'étude de tout ça. Des études épidémiologiques, il y en a eu pour le H1N1. À l'époque, on avait trouvé que le patient zéro était un petit garçon du Mexique. Donc, on veut essayer de trouver la source de l'infection. Voilà. Donc, des petites lectures que je vous propose. Vous avez le site internet du CDC, donc le Center for Disease Control aux États-Unis. Beaucoup d'informations, par exemple, si vous prévoyez, là, ça ne serait pas vrai dans un avenir à court terme, là, mais éventuellement, si on recommence à voyager, vous vous rendez dans un certain pays, puis vous voulez vérifier s'il n'y a pas des problèmes de santé auxquels vous devriez faire attention. Donc, vous pouvez aller là-dessus. Eux répertorient tout ce qui se passe dans le monde. Il y aurait aussi le site de l'OMS là, que j'aurais pu suggérer. Il ne faut pas devenir hypochondriaque, par contre, quand on va voir des sites comme ceux-là, parce que vous allez voir que des maladies, ou peu importe où vous allez dans le monde, il va y avoir une maladie qu'on va vous dire de faire attention à telle chose. Okay? Comme par exemple, on pourrait dire au Québec, si vous allez dans les parcs, faites attention, portez des vêtements longs parce que vous pourriez attraper le virus du Nil. Je veux dire, moi, le premier, je suis en short puis en t-shirt. Donc, tu sais, il ne faut pas virer fou non plus. Un film à voir, si vous avez Netflix ou si vous pouvez l'avoir d'une autre façon, c'est le film Contagion. Au niveau cinématographique, c'est peut-être pas le film du siècle, mais au niveau de la pertinence puis de la qualité au niveau microbiologique puis de la
le fait que ce soit plausible aussi, c'est un très bon film. C'est un film que j'étais allé voir jadis avec des étudiants de biotech, d'inhallothérapie, pour comprendre justement comment une épidémie se propage. Là-dedans, donc, c'est une infection virale qui se propage et elle est d'origine animale, un peu comme on le voit avec la COVID. Donc, c'est intéressant de voir ça. On parle de R0. Il y a vraiment plein de trucs scientifiques intéressants là-dessus. Puis, plus près de nous, la série québécoise Épidémie, qui est une série... mon Dieu, c'était quasiment du Nostradamus, là. Donc, on a fait des prévisions. Je veux dire, l'émission, je crois qu'elle est sortie l'automne dernier. Puis, on parle d'une maladie à coronavirus qui serait d'origine animale puis qui se propage rapidement là, par les gouttelettes et tout ça. Donc, ça se rapproche vraiment de ce que l'on vit présentement. Okay? Donc, je vous la conseille, celle-là aussi. Les termes qu'on a utilisés aujourd'hui, donc je vous conseille encore une fois de compléter votre glossaire là-dessus. Vous devriez être à l'aise à manipuler ce vocabulaire-là dans une discussion. Puis encore une fois, là, quelques exemples, mise en situation, lecture que je vous recommande de faire. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, je suis toujours là pour répondre à vos questions. Ça va toujours me faire plaisir aussi. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.